Bonjour à tous. Particulièrement au XIXe siècle, lorsque se développe une presse de masse, les affaires judiciaires passionnent le public. Et elles le passionnent d'autant plus lorsque la séduction et le mystère se joignent à l'horreur. Tous ces ingrédients sont réunis à la fin des années 1880 dans l'affaire de la rue Montaigne à Paris. L'affaire est racontée et analysée dans l'affaire Pranzini, publiée par Frédéric Chauveau. Bonjour Frédéric Chauveau. Bonjour Hervé Levert. Alors, vous êtes professeur à l'Université de Poitiers et on vous connaît pour différents travaux qui concernent l'histoire de la justice et l'histoire du crime au XIXe siècle et au début du XXe, avec des ouvrages sur les sœurs Papin, sur le corps, sur les émotions, sur l'expertise judiciaire. Et cette fois, vous proposez donc une étude de cette affaire Pranzini, qui était une affaire célèbre à la fin du XIXe siècle, mais une affaire en grande partie oubliée aujourd'hui. Alors tout se passe à Paris, dans la rue Montaigne au départ, dans la nuit du 16 au 17 mars 1887. Oui, tout à fait. C'est une affaire qui se déroule dans ce qu'on appelait le Triangle d'Or, c'est-à-dire le quartier peut-être le plus huppé de Paris, qui suscitait évidemment la curiosité, voire la convoitise, ou en tout cas l'intérêt. Et sur place, dans la nuit, on découvre en fait au petit matin que 3 femmes ont été assassinées. Et elles n'ont pas été tuées de n'importe quelle manière, c'est-à-dire que là, le crime, il n'y a aucun doute là-dessus, a été particulièrement violent. Et à l'époque, on va diligenter l'expert judiciaire le plus célèbre de son époque, qui s'appelait Paul Brouardel. Et Paul Brouardel, pour le situer, c'est un petit peu l'équivalent d'un ministre de la Santé officieux, puisqu'il n'existait pas d'institution qui prenait en charge, si je puis dire, la santé des contemporains. Et donc celui-ci a une expression, il dit que ces 3 femmes ont été assassinées avec la science d'un boucher. Alors évidemment, c'est assez déplaisant pour une corporation tout à fait donc respectable, mais ça montre bien donc la violence du crime parce que les 3 femmes ont été pratiquement détronquées à l'arme blanche, donc pratiquement guillotinées, la tête détachée donc du corps. Et cette violence extrême, évidemment, suscite toutes sortes d'émotions et évidemment d'intérêt médiatique. Ce qui intéresse aussi les lecteurs très vite, c'est la personnalité du premier suspect qui va être arrêté une dizaine de jours plus tard, Pranzini, qui a un profil tout à fait particulier parce que c'est un personnage qui a de la culture, qui est polyglotte, qui est musicien et qui visiblement n'a pas le profil habituel du suspect pour ce type de crime. Oui, Pranzini est un personnage tout à fait étonnant. Il fait partie peut-être de ce qu'on appelait, enfin, du côté des historiens, de la France des capacités, c'est-à-dire ces personnages qui ne sont pas issus d'un milieu social particulièrement favorisé, mais qui ont construit des compétences et un savoir-faire au fil de leur existence. Alors, il est interprète, et notamment on le retrouve en Afghanistan, en Inde. Il fait partie aussi du corps expéditionnaire anglais dans le cadre de l'expédition du Soudan pour venir, si je peux dire, au secours de Khartoum, la ville assiégée pendant 313 jours. Donc c'est un personnage tout à fait donc étonnant, mais il est parfois peut-être qualifié de pâle voleur ou d'escroc malhabile. C'est pourtant un homme qui va bon, être confondu, il y aura des preuves contre lui, mais il va jusqu'à la fin soutenir son innocence, jusqu'au pied de la guillotine. Et ce qui est assez étonnant lorsqu'on lit votre livre, c'est qu'on se rend compte que pour tous les observateurs, il est effectivement criminel. Alors il y a bien quelques femmes qui vont écrire pour essayer de prendre sa défense en disant que la nuit du crime, il était avec elle, mais on a l'impression que le doute n'existe pas, il va être condamné par la cour d'assises, il ne va pas être gracié par le président. Euh, c'est l'impression que ça donne, que le doute n'existe pas. Oui, c'est l'impression que ça donne, mais en même temps, c'est une affaire qui est un petit peu compliquée puisque vient très tôt émerger le mythe du troisième homme, qu'on a appelé l'homme gris ou l'homme brun. Et c'est là où son avocat, Maître Desmanges, qui est un ténor du barreau, donc à l'époque, une personnalité flamboyante, introduit le doute quand même auprès des membres du jury et auprès également d'un certain nombre de chroniqueurs judiciaires qui s'étaient déplacés sur place. C'est-à-dire que son propos est le suivant: Pranzini, quand on regarde son parcours, bon, c'est un voleur, c'est un petit malfrat, mais c'est pas un assassin. Jamais
au cours de son existence et des différents procès. Bon, il a ouvert des lettres. Bon, c'est sûr qu'il n'était pas à cheval sur la morale et les règles de l'honnêteté, mais il a jamais manifesté donc d'actes de violence. Et donc, Maître Demange introduit le doute en disant, il était sans doute sur place, c'est un receleur, mais c'est pas lui qui est passé à l'acte. Et son avocat s'appuie sur deux témoignages qui font figurer donc la présence d'un autre protagoniste sur place. Ce qui fait qu'effectivement, ce doute est resté donc malgré l'ensemble des présomptions qui ont été donc réunies contre Pranzini. Un doute qui ne suffit pas à le faire innocenter et qui ne lui échappe pas la guillotine, mais qui en même temps entretient un certain mystère autour de l'affaire. Et dans votre livre, vous insistez beaucoup sur les émotions qui sont ressenties par les lecteurs à la découverte de l'affaire dans la presse, les émotions qui sont palpables dans le bureau du juge d'instruction, les émotions qui s'expriment aussi au sein de la cour d'assises. Alors, il y a de la peur, il y a de l'indignation, il y a de la stupéfaction. Et dans votre récit, ces émotions jouent un rôle essentiel. Oui, tout à fait. Là, vous avez parfaitement résumé le livre et la place et la présence des émotions. Mais simplement, ce qu'il faut aussi se rendre compte, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est cette affaire a passionné l'opinion publique et puis les différents observateurs du fonctionnement de la justice. Ça a tenu en haleine pratiquement pendant 9 mois. Les différents donc lecteurs, et finalement que ce soit, si je peux dire, aux confins de la Corrèze ou au cœur de la capitale, eh bien tout le monde avait entendu parler de l'affaire Pranzini. Donc on a du mal aujourd'hui donc à imaginer avec l'ensemble des médias qui sont à notre disposition quel a été l'impact de cette affaire. On en parlait dans les veillées, dans les conversations, et puis évidemment donc les médias vont mettre au point un certain nombre de recettes pour maintenir en haleine le public, et ces recettes qui ont été à ce moment-là donc expérimentées, déployées, eh bien c'est celles que l'on retrouve encore aujourd'hui à l'occasion de tel ou tel fait divers. Alors les sources pour étudier cette affaire ont été nombreuses. Il y a bien sûr les sources de presse, il y a les sources judiciaires, mais il y a aussi des témoignages assez étonnants. Je pense notamment à ceux du policier Goron, à la limite entre la littérature et l'enquête de police. C'est un homme qui a laissé un témoignage tout à fait extraordinaire sur cette affaire. Oui, Goron est un personnage étonnant. En 1887, pour le présenter sommairement, c'est le numéro 2 de la police judiciaire parisienne. Et c'est quelqu'un qui a déjà eu à ce moment-là une vie mouvementée parce que il a fait ses études à Rennes, il a voulu à un moment donné être pharmacien en passant donc l'externat. Il a été 2 ans chef de la police en Argentine. Donc dans les années 1880, c'est pas banal. En 1885, il passe le concours pour devenir commissaire. Il le réussit parfaitement puisqu'il est major de sa promotion. Et donc celui-ci a aussi une conception du métier un petit peu particulière, c'est-à-dire qu'il pense que finalement la logique n'a pas beaucoup de prise ou d'intérêt dans l'enquête, et que si on est honnête, le policier doit compter sur le hasard. Voilà, c'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il affirme à plusieurs reprises. Et à cette époque-là, un certain nombre de policiers célèbres, ça a commencé avec Vidocq, pour assurer, si je peux dire, leur fin de vie, leur retraite quand ils n'étaient plus en poste ou en odeur de sainteté, eh bien, écrivaient, rédigeaient des mémoires. Et donc, il y a un genre littéraire aussi, et Goron en fait partie. Alors, évidemment, des fois, il exagère un petit peu, la modestie n'est pas forcément son trait de caractère le plus complet, mais malgré tout, donc, il a laissé, évidemment, un témoignage exceptionnel, surtout que c'était sa première grande affaire. Donc, c'est celle qui l'a le plus marqué, et évidemment, donc, les lecteurs d'aujourd'hui peuvent faire une plongée dans ce témoignage de Goron. Alors c'est vrai que l'affaire aujourd'hui est un petit peu oubliée, mais vous le montrez bien, à l'époque, c'est une affaire qui passionne, et même plus que ça, vous dites à un moment que c'est une affaire qui subjugue. Et le mot est particulièrement fort. Finalement, on a une affaire qui est bien insérée dans ces années 80, fin des années 80, et qui nous dit finalement quelque chose sur cette époque, qui est assez emblématique finalement de l'époque où elle se déroule. Oui, c'est une affaire qui est tout à fait donc emblématique, mais à l'époque qui reste véritablement dans la culture populaire. Alors, pour donner un exemple, dans les années 1912, vous avez à ce moment-là une période qui correspond à l'âge d'or de la presse satirique, et un hebdomadaire comme Le Rire publie à un moment donné donc une caricature de l'affaire Pranzini. Il n'y a pas d'explication dans la légende, il est juste noté Pranzini. Et le lectorat comprend parfaitement. Donc c'est véritablement inscrit dans les mémoires.
La Première Guerre mondiale, évidemment, va effacer donc un petit peu donc les affaires criminelles d'avant le premier conflit mondial, mais cette affaire ressurgit après. Par exemple, lorsque Sainte Thérèse de Lisieux publie donc ses mémoires, elle raconte que sa vocation religieuse lui vient de l'affaire Pranzini, parce qu'elle lisait le journal La Croix, et le périodique La Croix, en 1887, est devenu quotidien. Et à ce moment-là, eh bien, ce périodique se met à l'unisson des autres journaux. Pour séduire le lectorat, il faut traiter de faits divers. Donc on a aussi bien La Croix que le journal L'Humanité qui se mettent à ce moment-là à mettre en scène, chacun avec une orientation peut-être un petit peu différente, mais des faits divers. Voilà, merci pour cette présentation. Alors, pour découvrir l'affaire, donc l'affaire Pranzini, qui est apparue chez Georg, éditeur, et qui vous permet donc de redécouvrir cette affaire, de redécouvrir aussi les suites de celle-ci jusqu'aux années 30, lorsque certains auteurs la reprennent et la remettent un petit peu au goût du jour. Merci Frédéric Chauveau. Merci à vous.